Bienvenue dans la correction du bac de management 2026, le cas saveur et voile, tombé le mardi 16 juin 2026 pour le bac 2026. Cette fois, on a le corrigé officiel de l'éducation nationale. Tout ce que je te montre est conforme au barème du jury. Donc à chaque question, tu as à gauche le cours et la méthode et à droite la réponse attendue avec le nombre de points. On y va. On va commencer par planter le décor. Donc, Saveur et Voile, c'est une entreprise bretonne née en 2012 qui vend du café, puis après du chocolat, et qui utilise un transport par voilier pour réduire le carbone. Donc, toute la copie tourne autour d'une question, être responsable et écolo, est-ce compatible avec gagner de l'argent? Donc, il y a trois dossiers. 34 points, 35 et 31 points. Et nouveauté importante de la session 2026, la qualité de la rédaction, l'orthographe, la clarté est prise en compte dans la note. Donc soigne bien ta copie. Comment lire ce corrigé? Donc à gauche, le cours, à droite, la réponse appliquée à saveur et voile, conforme au corrigé officiel. Pour les calculs, la règle d'or, qui est valable pour tous les bacs, 1, tu mets la formule, 2, le calcul posé avec les chiffres, et 3, le résultat avec l'unité, 4, une phrase d'interprétation. La plupart des élèves oublient la formule et l'interprétation, et c'est là que partent les points. On va donc commencer avec le dossier 1 qui s'appelle le management stratégique de l'entreprise Saveur et Voile. Et donc, on a 4 questions. Pas de calcul, du diagnostic, de la mercatique, de la stratégie. Donc, que du cours. Donc, la question 1.1 nous disait de recenser les éléments du diagnostic externe sur le marché du café bio. Alors, sur le cours à gauche, évidemment, le diagnostic, c'est les opportunités et les menaces. Et sur le macro-environnement, les grandes tendances d'économie, climat, loi, etc. Et donc, quand on dit de recenser, on pouvait faire un tableau. D'accord? Donc, le micro-environnement, quant à lui, ce sont tout simplement les acteurs proches, les clients, les fournisseurs, les concurrents. Donc, la réponse qui était attendue pour le corriger, on mettait déjà donc les opportunités. Donc on a constaté qu'il y avait une demande mondiale de café forte de 39%. Ça, c'était dans le document 5. Le café, c'était une expérience sociale et gustative, selon le document 4. Et puis, il y a un engouement pour le café bio avec prise de conscience écolo. Ça, c'était dans le document 5. Les menaces, eh bien, il y a une hausse des droits de douane américains. Et puis, bien sûr, il y a le changement climatique qui fait qu'il y a une sécheresse. Ça fait une baisse des récoltes et donc forcément, comme il y a une rareté, ça fait une flambée des prix. Tout ça, c'était dans le document 1. Et puis, il y a le règlement européen anti-déforestation, donc, et qui est contraignant. Ça, c'était dans le document 3. Au niveau des micros, donc les opportunités, il y avait de plus en plus de clients d'accord, qui étaient présents dans le monde. Et la menace, c'est que les fournisseurs de café bio sont de moins en moins nombreux. La production est peu rentable et ça fait un problème d'approvisionnement. Tout ça, c'était dans le document 1. La question numéro 2 nous demandait identifier et justifier l'approche mercatique mise en œuvre pour le café bio. Alors, bien sûr, à gauche, vous avez le cours. Donc la mercatique réactive, c'est répondre à un besoin déjà exprimé par les consommateurs. C'est différent de la mercatique anticipative, c'est-à-dire on anticipe, on devance ou on crée le besoin chez le consommateur. Et bien sûr, à chaque fois que vous donnez une réponse, il faut justifier, donc relier les réponses par rapport aux annexes. Donc la réponse, effectivement, c'était une mercatique réactive parce qu'on voulait répondre à un besoin déjà exprimé par les consommateurs. D'accord? Ils veulent du café bio.
Et bien sûr, ils veulent du café bio. Pourquoi? Les consommateurs veulent préserver leur santé, pas de pesticides, quelque chose de plus sain et naturel. Ils veulent protéger l'environnement avec une rotation de parcelles et du compostage et consommer un produit de meilleure qualité. Donc cette question était sur 8 points. La question 1.3 nous demandait de repérer et d'analyser la stratégie globale de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est la stratégie globale? C'est le choix du périmètre d'activité de l'entreprise. Et dedans, il y a soit spécialisation, soit diversification. Ici, le corrigé officiel nous répond diversification. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 3 domaines d'activité. Il y a la production et la vente de chocolat, la torréfaction et la vente de café, et le transport maritime de marchandises par des locations de cales dans des voiliers. Analyser, c'est donner les avantages. Donc, quand on dit repérer, vous avez trouvé diversification, mais maintenant il fallait analyser. Donc, l'analyse montrait qu'il fallait élargir l'offre, augmenter le chiffre d'affaires, répartir les risques sur les 3 activités. Et le mot qui rapporte, comme les activités sont liées entre elles, on parle même de diversification liée. Et c'était une question sur 8 points. La question 1.4 montrait que l'entreprise poursuit aussi une stratégie d'intégration et présente ses avantages. Donc sous-entendu, vous aviez 2 questions en une. Qu'est-ce que c'est une intégration? L'entreprise réalise elle-même les activités en amont et en aval de sa production au lieu d'utiliser des sous-traitants. D'accord? Quand on vous dit de montrer, ça veut dire qu'on rédige, on prouve avec les documents. Et donc on présente des avantages. Alors, l'intégration verticale, donc c'était la réponse, eh bien l'entreprise assure presque tout. Toutes les informations étaient données dans le document 6. Donc en amont, elle fait de l'approvisionnement plus du transport par ses propres voiliers. La production, parce qu'elle fait la torréfaction du café et la fabrication de chocolat. Et en aval, elle fait la distribution sur ses boutiques et sur son site web. Et donc les avantages, eh bien, vous alliez dire, ça maîtrise la qualité tout au long du processus de production et ça réduit les risques de dépendance vis-à-vis des sous-traitants puisqu'elle fait tout seule. Voilà, on est déjà au dossier 2, c'est le plus gros, c'est 35 points et c'est ici que se trouvent les calculs. Les calculs, c'est la partie la plus sûre du bac. Si c'est bien posé, le correcteur ne peut pas t'enlever des points. Donc on va voir cela ensemble. Reste avec moi. Question 2.1. Repérer et justifier la pertinence du choix de financement. Donc ça voulait dire qu'on devait trouver si c'était un financement interne ou un financement externe. Donc le financement interne, c'est quand l'entreprise s'autofinance, utilise ses propres fonds. Externe, ça peut être par un emprunt ou une augmentation du capital avec l'entrée de nouveaux actionnaires. Là, le corrigé est clair, c'est un financement externe. Concrètement, c'est une levée de fonds, donc une augmentation du capital par l'entrée de BPI France et du Crédit Mutuel. Tout était indiqué dans le document 7. Ensuite, on vous demandait d'expliquer la pertinence. Alors, pourquoi c'est pertinent? Eh bien, ça renforce les moyens financiers pour payer le 2e voilier et l'usine de Dunkerque. Donc, ça réduit la dépendance aux emprunts de la banque, puisqu'on demande à d'autres personnes à d'autres personnes morales d'intégrer l'entreprise. Et donc, on a affaire à des partenaires solides qui rassure les autres investisseurs. Le jury attend aussi une limite. Faire entrer de nouveaux actionnaires, c'est partager la gouvernance, donc accepter qu'ils influencent sur la stratégie de l'entreprise. Question 2.2.
C'est une question sur 10 points. C'est le premier calcul, le taux d'évolution du chiffre d'affaires. Toujours la formule d'abord. Donc la formule du taux d'évolution, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale multiplié par 100. Vous avez donc les données ici. Donc le taux initial était dans le document 8. Donc on était à 7,7 millions en 2023, 10,2 en 2024, 15 en 2025. Donc de 2023 à 2024, on est à un taux de 32,47%. De 2024 à 2025, on est à un taux à 47,06%. Et le taux global sur les 2 ans, c'est 94,81%. Le chiffre d'affaires donc a presque doublé. On garde ça pour la diapo suivante. Donc on continue avec le résultat net, le bénéfice. Même formule, les chiffres du document 8, 235 000, 375 000, 430 000 euros. Donc de 2023 à 2024, on est à 59,57%. De 2024 à 2025, 14,67%. Donc ça fait un chiffre global de 83%. Donc là, on vous demandait un commentaire. Donc il faut commenter, ça veut dire décrire l'évolution des 2 indicateurs et la relier au contexte. Donc là, vous pouviez dire que le CA progresse de façon constante et régulière et le résultat net progresse aussi, et malgré de lourds investissements, ces résultats confirment de bonnes performances commerciales et financières. Alors la question 3, c'est le taux de marge de la tablette de chocolat qu'on doit comparer au secteur. Alors là, je vous ai mis juste en haut de ne pas confondre ici le taux de marge et le taux de marge, c'est sur le coût de revient et c'est pas le taux de marge sur coût variable du seuil de rentabilité, c'est pas le taux de marque sur le prix de vente, non. Donc à gauche, vous avez la formule, je vous l'ai mise. Donc la marge, c'est donc le prix de vente hors taxe moins le coût de revient. Donc la marge, c'est égal à 3,08 moins 2, c'est égal à 1,08. Et le taux, c'est 1,08 divisé par 2 fois 100, c'est donc égal à 54%. On prend toujours le prix hors taxe. Donc on compare 54 contre 50, 54 avec 50, c'est légèrement supérieur au secteur. Et là, on dit que pour chaque tablette, l'entreprise dégage 1,8 euros de marge. Ce taux est plus élevé, il s'explique par le positionnement premium, c'est-à-dire le choix d'avoir des produits bio et de qualité. La question numéro 2.4 nous demandait les intérêts et les limites de la boutique en ligne par rapport aux engagements environnementaux. Donc, les intérêts, c'est tout ce qui est positif. Les limites, c'est forcément le négatif. Donc, les intérêts, il y a moins d'énergie car pas de magasin physique. La centralisation des livraisons en point relais qui réduit le CO2. La valorisation des commerces de proximité. Et les limites, selon l'ADEME, ce sont les centres de données qui consomment de l'eau et de l'énergie. Les émissions dépendent du transport et du remplissage des véhicules. Les suremballages et les retours créent des déchets. Et la phrase clé de l'ADEME, il n'y a aucun avantage écologique systématique du commerce en ligne sur le magasin. Donc là, vous avez tout simplement une réponse nuancée, c'est jamais tout blanc ou tout noir. On est déjà au dernier dossier, 31 points, 2 questions de cours, le style de direction et la motivation, puis une grande rédaction de 15 lignes qui vaut à elle seule 15 points. La question 3.1 nous demande de caractériser le style de direction des dirigeants. Alors, on a effectivement 4 types de style de direction, l'autoritaire, le paternaliste, le consultatif et le participatif. Et le critère qui tranche, c'est celui qui prend la décision finale.
Donc effectivement, le consultatif, on consulte, mais le dirigeant décide. Le participatif, en fait, c'est la décision qui est prise en groupe. Là, le corrigé officiel nous dit que c'est du consultatif. Donc, la question à se poser, c'est qui prend la décision finale. Si le chef consulte, mais décide lui-même, à la fin, c'est consultatif. Si la décision est prise par le groupe entièrement, on est dans le participatif. Chez Saveurs et Voiles, les dirigeants demandent l'avis des salariés, il y a des comités où on débat, mais la décision finale appartient donc aux dirigeants. Cette phrase dans le document, c'est la signature du consultatif. Donc bonne nouvelle pour ceux qui ont mis participatif ou qui voudraient penser que c'est participatif. Le jury dit que si c'est bien justifié, la réponse est insuffisante, elle est fausse, mais elle est quand même prise en compte. Vous pouvez garder des points. La troisième question était très intéressante parce qu'elle nous demandait d'identifier les facteurs de motivation de salariés. Elle était sur 8 points et on s'attendait à se dire mais pourquoi les salariés sont motivés à travailler pour une entreprise? Alors, dans le cours, je vous ai mis des facteurs de motivation en expliquant qu'on distinguait les facteurs externes et les facteurs propres à l'individu qui sont les facteurs internes. Donc, dans cette entreprise, le style de direction consultatif était un facteur de motivation puisque chacun pouvait s'exprimer dans les comités. Le deuxième, c'était la rémunération parce que les salaires étaient au-dessus du SMIC. Il y avait peu d'écart entre les gens et il y avait la possibilité de devenir actionnaire. La troisième ou le troisième facteur de motivation, c'était l'image de l'entreprise qui était donc engagée et responsable. Voilà. Et au niveau des facteurs internes, le jury acceptait tout à fait les réponses comme le sens, comme avoir du sens à son travail, trouver du sens à son travail, la reconnaissance, à condition de bien les justifier. Et voilà, la question 3.3, c'était la question rédigée de 15 lignes sur l'engagement responsable et la performance globale. C'est la plus rentable si tu connais bien la méthode. Donc la structure, c'est une intro où tu vas reformuler l'idée, développer et enfin conclure. L'idée clé, c'est la performance globale. Donc la performance globale, c'est 3 choses, le social, l'environnemental et le commercial financier. La performance sociale chez Saveurs et Voiles, c'est d'avoir donc un salaire au-dessus du SMIC, l'équité, donc l'égalité, l'inclusion, donc l'intégration des travailleurs des SAT. Et la performance environnementale, c'est les voiliers qui réduisent le carbone de 95%, faire du mécénat également pour les océans, l'usine à panneaux solaires, le bio, les emballages recyclables. La performance commerciale et financière, c'est d'avoir une meilleure image, des clients fidèles, prêts à payer pour plus de valeur. Et tu conclus que l'engagement responsable nourrit les 3. Donc c'est un levier de performance globale. Tu peux également citer l'exemple comme Patagonia. Le jury accepte de toute façon toute proposition cohérente. C'était donc sur 15 points. Voilà, c'est déjà fini. Je te fais donc un petit récapitulatif de tous les calculs sur une diapo pour que tu fasses une pause et que tu notes. Donc le taux d'évolution du chiffre d'affaires, plus de 94,81% au global, du résultat net plus de 83%, un taux de marge de la tablette 54% contre 50% dans le secteur, le positionnement premium et toujours les 4 étapes, tu vois, j'ai mis le calcul, j'ai posé le calcul et j'ai répondu avec le résultat et n'oublie pas de l'interpréter. Je voudrais finir par te montrer les réflexions qui rapportent. 1. Regarde le verbe de la question. Là, tu vois, repérer, identifier, ça veut dire qu'un tableau est possible. Montrer, analyser, ça veut dire que tu vas faire une réponse rédigée avec des exemples.
Euh, pour le style de direction, demande-toi toujours qui prend la décision finale. 3 pour les calculs, tu n'oublies pas de mettre ta formule, de poser ton calcul, de vérifier l'unité, d'interpréter, toujours les 4 points. Et enfin, cite si tu peux chaque fois les documents quand tu veux proposer tes idées. Enfin, soigne la rédaction. À partir de 2026, l'orthographe est notée. Et bien sûr, écrit en noir le jour de l'examen. Donc, ce corrigé est conforme au corrigé officiel. Si une notion te bloque, envoie-moi bac en message privé et courage, tu gères. À bientôt.